Aujourd'hui, naissance du pétrarchisme avec Jean Balsamo de l'Université de Reims. Il me semble qu'il y a une date qui est importante, j'allais dire, pour la connaissance de Pétrarque en France, c'est 1533. C'est la date où le poète Clément Marot va traduire Pétrarque. C'est une date à la fois déterminante dans la poésie française, puisque ça va être l'introduction du sonnet en France. Oui, 1533 est une date, peut-être pas exacte, mais une date en tout cas qui a une forte valeur symbolique. On n'est pas à quelques mois près. En 1533, en effet, il y a une conjonction de faits qui mettent en évidence un intérêt tout particulier pour Pétrarque. Premièrement, c'est la date à laquelle Clément Marot fait paraître, dans la suite de l'adolescence clémentine, un chant des visions de Pétrarque, traduit d'italien en français, pièce qui a été très explicitement commandée par François Ier. Premier élément n'est pas une traduction en français extrêmement fidèle, extrêmement attentive d'une pièce en italien de Pétrarque. Deuxième élément, c'est l'année à laquelle, et cela de façon tout à fait attestée, arrive dans la bibliothèque privée de François Ier, qu'il faut distinguer de la bibliothèque royale. Celle-ci est conservée à Blois. L'autre est une bibliothèque d'usage dont se servent les lecteurs royaux pour la délectation du roi. Arrivent quelques exemplaires du Canzoniere de Pétrarque, du recueil des rimes de Pétrarque, et par chance, on conserve l'exemplaire ayant appartenu à François Ier dans une suite de livres italiens, actuellement à la Bibliothèque nationale de France. Donc il y a, si vous voulez, une nouvelle édition, la plus soignée de l'époque, qui arrive aux mains du roi. Troisième élément, ce qu'on peut symboliser par cet extraordinaire portrait de l'homme Pétrarque, l'uomo dal Petrarca, qui est conservé dans les collections de la reine d'Angleterre à Windsor Castle, qui représente un gentilhomme français. C'est un tableau de l'école de Clouet, de la main de Clouet, qui représente un gentilhomme français. J'ai envie d'y voir Claude de Guise, grand seigneur d'origine lorraine à la cour de France, qui tient dans sa main un livre refermé sur la couverture duquel il y a un nom, Pétrarque. Et Pétrarque renvoie directement à l'édition Aldine, arrivée à la cour de France. Et c'est la première fois que sur un tableau de cour, le personnage représenté porte un livre. On connaît des tableaux d'origine italienne qui ont ce type de représentation, mais c'est la première fois que l'on voit cela dans un tableau français. Et qui plus est, n'est-ce pas, ce n'est plus un ouvrage religieux, ce n'est pas un ouvrage politique, c'est Pétrarque. Donc Pétrarque, là, est directement associé à la cour de France et représente en quelque sorte la nouvelle conjonction du pouvoir nobiliaire et du pouvoir lettré voulu par François Ier. Quatrième point, et qui est le plus riche d'un point de vue anecdotique, le plus marquant, n'est-ce pas, François Ier et sa cour viennent en Provence au mois de septembre pour aller à Marseille rencontrer le pape. François Ier s'arrête en Avignon à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, et il y a cette extraordinaire découverte du tombeau de l'Or dans l'ancienne église de Saint-François, où étaient inhumés les membres de la famille de Sade. Et le tombeau, bon, on le sait maintenant, avait été retrouvé quelques mois plus tôt, et le passage de François Ier dans la ville a été l'occasion d'une seconde découverte et d'une véritable cérémonie, au cours de laquelle le roi prenait littéralement possession de ce tombeau, projetait d'en assumer la restauration et d'une certaine manière se présentait publiquement comme l'héritier spirituel et politique du poète Pétrarque qui incarnait la littérature italienne. Et agissant ainsi, le roi réalisait cette vieille ambition des humanistes français qui était ce qu'on a appelé la translatio studii et imperii, c'est-à-dire littéralement le transfert du pouvoir culturel de Rome et du pouvoir impérial vers la cour de France.
Qu'est-ce que vous entendez, Jean Bazalmou, quand vous parlez, vous évoquez un Pétrarque royal et vous parlez aussi d'un Pétrarque provençal qui coexisterait à la même époque? Le Pétrarque royal, c'est le Pétrarque de François Ier. C'est-à-dire cette mainmise de François Ier sur Pétrarque, cette identification, n'est-ce pas, du roi et du poète qui passe par la cérémonie du tombeau. À l'occasion de la découverte ou de la cérémonie qui a suivi la découverte, le roi avait composé une épitaphe, avait composé des poèmes pour célébrer cet événement et avait suscité un concours poétique à la cour auquel ont participé des poètes français, italiens ou des poètes néo-latins liés à l'univers de la cour, qui glorifiait à la fois François Ier, restaurateur du tombeau, qui glorifiait également François Ier comme successeur poétique de Pétrarque, et qui glorifiait enfin François Ier comme héritier à travers Pétrarque de la langue italienne, c'est-à-dire de la culture italienne. C'est cela le Pétrarque royal, d'une certaine manière. Alors, le Pétrarque provençal, Pétrarque est un poète italien qui écrit en italien, qui écrit en latin, et qui a vécu en Vaucluse, qui a vécu en Avignon. Et dès la cérémonie du tombeau, à la suite d'un certain nombre de remarques d'un des grands commentateurs italiens de l'époque, Vellutello, qui donne une série d'éditions, n'est-ce pas, la biographie de Pétrarque s'inscrit dans une géographie qui est le Vaucluse. Dans les premières éditions de Vellutello, on a une carte qui n'est pas la carte d'Italie, n'est-ce pas, mais qui est la carte du Vaucluse, qui permet au lecteur de retrouver les lieux où Pétrarque a vécu et surtout les lieux où se situent les différents épisodes chantés dans les rimes. Bon. Donc, ce Pétrarque avignonnais ou ce Pétrarque provençal se précise au cours de ces années 1533, 1540, et la conjonction du Pétrarque royal et du Pétrarque provençal avignonnais se fait un peu plus tard, en 1548, à l'occasion de la publication d'une œuvre absolument essentielle, si vous voulez, dans l'histoire de la poésie française, dans l'évolution de la poésie française, qui est la première traduction française du canzonière de Pétrarque, due à un juriste, un avocat d'Avignon, Vasquin Filleul, qui est également chanoine de Notre-Dame-des-Dons à Avignon, et qui, à la fois, traduit donc la première partie du canzonière et 196 pièces, en faisant précéder chaque poème d'une petite introduction extrêmement précise sur les circonstances locales de la poésie de Pétrarque, en évoquant des réalités d'Avignon, du Vaucluse, des noms de famille qui apparaissent ou qui permettent de comprendre le poème, et qui amplifie naturellement l'anecdote de l'amour de Pétrarque pour Laure de Sade. Donc, si vous voulez, une édition qui s'inscrit dans une tradition locale, qui développe, plus que cela n'avait jamais été fait, l'image d'un Pétrarque poète et amoureux provençal. Et cette édition est publiée à Paris. Elle est adressée par une longue épître liminaire à Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, qui à ce moment, 1548, n'est-ce pas, représente ce que l'on a appelé plus tard l'Italie française, et l'incarnation de cette translation, de ce transfert culturel d'Italie vers Paris. Je précisais que cette édition avait été publiée à Paris. La deuxième édition de 1555 est publiée en Avignon, et c'est une édition provinciale qui connaît une diffusion très limitée. Mais en 1548, édition publiée à Paris, elle est publiée à Paris un an avant la défense et illustration de la langue française de Du Bellay. Et c'est cette traduction complète qui donne le premier modèle du recueil poétique en sonnet, du recueil poétique amoureux en langue française. Jean Bazalmou, est-ce que vous diriez qu'en ce milieu du XVIe siècle commence déjà la légende et le pétrarchisme qui vont, d'une certaine façon, on peut dire, désapproprier Pétrarque de son œuvre par la suite?
Je crois qu'il faut peut-être voir les choses de façon moins sévère. Pétrarque est un auteur qui a vécu au XIVe siècle. Il est mort en 1374. Si cet auteur a pu être lu au XVIe, s'il peut encore être lu aujourd'hui, c'est nécessairement au prix d'une transformation. Et cette transformation est plutôt une transformation créatrice, si vous voulez, qu'une désappropriation. Mais on pourra préciser les choses de la manière suivante. Premièrement, il y a cette étrangeté, n'est-ce pas, qui fait que Pétrarque connaît une fortune toute particulière au XVIe siècle. Et par un curieux effet d'optique, il peut nous apparaître comme un poète du XVIe siècle, parce qu'il y a un véritable phénomène éditorial qui fait que Pétrarque, poète du passé, est édité de façon très nombreuse au XVIe siècle. Et c'est un phénomène français, mais c'est aussi un phénomène à l'échelle de l'Europe. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, une petite enquête dans les bibliothèques françaises pour examiner les fonds pétrarquiens du XVIe siècle. Et j'ai trouvé 600 ou 700 exemplaires de plus de 250 éditions imprimées dans toute l'Europe, de Saragosse à Leipzig, n'est-ce pas, avec tout de même 2 points forts de l'édition pétrarquienne, Venise, où l'on édite de façon systématique la poésie en langue italienne avec de nombreux commentaires, et Lyon. Lyon, qui est un centre de l'édition pétrarquienne, avec les éditions de Jean de Tourne, des éditions de Guillaume Rouillet, qui sont destinées au marché français, mais aussi au marché européen. Donc, ce phénomène est très important parce que Pétrarque est plus édité que ne l'étaient les poètes du XVIe siècle. Il y a eu au XVIe siècle beaucoup plus d'éditions de Pétrarque qu'il n'y a d'éditions de Ronsard, par exemple. Et Pétrarque était plus connu, si vous voulez, que les poètes de l'époque. Cela s'explique pour 2 raisons, qui sont d'ailleurs concomitantes. Pétrarque est considéré par les Italiens comme une des 3 couronnes de la Toscane, c'est-à-dire comme un des fondateurs de la langue italienne. Et il y a donc une sorte d'identification de la langue italienne et de Pétrarque et de la poésie de Pétrarque. Et cela se voit, c'est le 2e point, n'est-ce pas, par le fait suivant, c'est qu'au XVIe siècle encore, Pétrarque est un des moyens, et cela nous surprendra beaucoup, de l'apprentissage de l'italien. Pour apprendre l'italien, il y a des méthodes de langue sur lesquelles nous sommes bien documentés aujourd'hui, des dictionnaires, mais il y a le recours systématique à un texte majeur qui apparaît comme un texte hors du temps, non inscrit, si vous voulez, dans une époque donnée, et qui donne une sorte de modèle parfait d'un italien intemporel. C'est cet italien littéraire qui s'identifie à Pétrarque. Et donc, pour l'apprentissage de la langue, et cela durera jusqu'au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, on se sert du canzoniere. Alors, une des raisons, si vous voulez, de la fortune de Pétrarque en Europe, et en France tout particulièrement, vient de ce lien étroit entre Pétrarque et la langue italienne. Vous vouliez apprendre l'italien, vous passiez par Pétrarque. Mais on voit, si vous voulez, une double évolution. Premièrement, l'oubli progressif de l'œuvre latine au profit de l'œuvre italienne. Et ce phénomène que l'on aurait tendance à voir comme un phénomène français, n'est-ce pas? Et on a souvent dit que le pétrarchisme ou le néo-pétrarchisme français reposait sur la trahison, par l'oubli de l'œuvre latine que nous redécouvrons aujourd'hui. Mais en fait, c'est déjà un mouvement amorcé en Italie à la fin du XVe siècle. Et les Français, tout simplement, adoptent ce Pétrarque italien parce que c'est le Pétrarque qui leur est offert d'Italie. Première étape. Deuxième étape, de toute l'œuvre poétique italienne, comprenant l'œuvre allégorique des triomphes et l'œuvre lyrique du canzoniere, progressivement les triomphes sont négligés et c'est l'œuvre lyrique seule, les rimes, qui sont utilisées. Cette réduction à l'œuvre lyrique va donner lieu à toute la création poétique française des années 1550.
on a évoqué, Jean Balsamo, la traduction de Clément Marot. Elle date, semble-t-il, de 1533, enfin environ, d'un sonnet du Canzoniere. Mais ce qui est surprenant, c'est à la fois que pour l'œuvre de Clément Marot, cela n'aura pas d'importance, puisque cette forme du sonnet, lui, ne la reprendra pas. Mais cette forme du sonnet du Canzoniere sera reprise, on peut dire, quelqu'un prendra le relais. C'est en 1552, ce sera Ronsard. Clément Marot traduit pour la première fois des sonnets de Pétrarque. 6 sonnets qu'il sélectionne très soigneusement dans le Canzoniere. Et faisant cela, à la fois, il montre une extrême attention au texte même de Pétrarque, parce qu'il les traduit soigneusement. Il sélectionne 3 sonnets de la première partie, 3 sonnets de la seconde partie, et il invente une forme qui n'existe pas en français à l'époque, en écrivant ces sonnets. Il fait plus que de traduire et qu'importer en français une forme italienne. Dès sa traduction, il les infléchit dans un sens français, d'une manière très simple, en ne respectant pas ou en ne suivant pas la répartition des rimes du sonnet pétrarquien traditionnel, et en inventant ou en privilégiant une forme particulière qui fait rimer les tercets, 2 rimes plates, vous savez, CC, D, EED. Et Clément Marot les utilise systématiquement pour les 6 sonnets qu'il traduit. Et donc, il crée cette forme française qui va s'imposer. Autrement dit, il y a à la fois l'adoption d'un modèle italien et en même temps l'invention d'une forme française immédiatement. Alors, Clément Marot ne donne pas suite à cette invention, je crois, pour 2 raisons. Premièrement, cette invention restera très étroitement connotée comme une référence pétrarquienne. Le sonnet, jusque dans les années 1550, apparaît comme une forme qui provient directement de l'Italie et plus étroitement encore de Pétrarque. Dans l'art poétique de Thomas Sébillet, qui est publié en 1548, Thomas Sébillet rappelle que l'archétype, dit-il, du sonnet est Pétrarque. Alors, on pourrait faire là la généalogie du sonnet. On sait très bien que ce n'est pas Pétrarque qui a inventé le sonnet. Le sonnet a été utilisé bien avant lui, n'est-ce pas, dans la poésie de cour en Sicile, en Provence. Dante a utilisé des sonnets, mais Pétrarque a composé un recueil à prédominance de sonnets. Et lorsque l'on a redécouvert ou réexploité ce recueil, en particulier en Italie au début du XVIe siècle, c'est naturellement cette forme du sonnet qui a été mise en évidence et qui va être imitée de façon systématique en Italie. Même chose se fera en France. Donc le lien avec Pétrarque est prédominant, très fort, n'est-ce pas? Et Marot le sait à un moment où on ne sait pas encore traduire Pétrarque, on ne peut pas encore traduire Pétrarque en sonnet. On traduit à l'époque de François Ier, on traduit les sonnets de Pétrarque en dizains français. Parce que il y a une confusion entre le sonnet et l'épigramme, le dizain et la forme épigrammatique, et on estime donc que pour rendre un sonnet italien, il faut rendre en dizain français. Clément Marot fait preuve d'une fidélité beaucoup plus grande. Alors, il invente en quelque sorte le sonnet français, n'exploite pas cette forme, et pendant une quinzaine d'années, cette forme sera une forme, on pourrait dire, incoative, c'est-à-dire qui se cherche, qui est expérimentale. Et dans les années 1540 à 1550, on continue à hésiter entre l'épigramme en dizain et ces premiers sonnets qui commencent à apparaître et qui sont toujours liés à des traductions de Pétrarque. Les étapes sont extrêmement claires. La traduction de Marot, 12 ans plus tard, la traduction de Jacques Pelletier du Mans, qui traduit 12 sonnets de Pétrarque, qui impose donc cette traduction, et dans un recueil où Ronsard publie son premier sonnet, qui est aussi un sonnet imité de Pétrarque. Et 4 ans plus tard, vous avez l'extraordinaire floraison de la Pléiade, qui propose donc des recueils entièrement en sonnet, ou à forte prédominance de sonnet. Il suffit de citer en 1549 l'Olive de Du Bellay, qui est le premier recueil original français sur ce modèle italien, et en 1552, naturellement, les Amours de Ronsard. Donc le sonnet va connaître pendant
toute la seconde moitié du XVIe siècle. Un développement extraordinaire, et c'est sans doute l'époque où on a écrit le plus de sonnets. Le sonnet est la forme standard, en fait, de la poésie française, après l'avoir été de la poésie italienne. Le sonnet sert dans ses recueils poétiques inspirés de Pétrarque, mais il sert aussi, si vous voulez, pour la moindre expression lyrique ou la moindre expression poétique pour écrire des poèmes liminaires, des poèmes de dédicace, etc. La forme même, la structure du sonnet se prête parfaitement à cette invention et à l'utilisation, en fait, de formules toutes faites en un système de variation très facile et très évident.